Bonjour, je suis Cyril Attias, fondateur d'ADMS.Paris. Après une carrière de plus de 20 ans dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et influence est donc le podcast où l'on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et de marketing d'influence. Vous êtes influenceur, directeur marketing ou communication, créateur de contenu ou tout simplement curieux d'en apprendre davantage sur le marketing d'influence? TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu? Alors arrêtez-vous ici et tenez-vous prêt à découvrir le nouvel invité du jour. Je m'incrustais à toutes les soirées pour rencontrer des gens, pour faire du networking. J'allais vraiment partout pour me faire un réseau, des réseaux, parce que je connaissais personne. Je voulais être de mes 0 à 16 ans président de la République. Mais j'en parlais tout le temps. Ah vraiment, j'en parlais tout le temps à mes profs. Mes profs étaient tous au courant. Je le disais, je serais président de la République. Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Aujourd'hui, je reçois Ethan Berebi, star de TikTok qui vient nous parler de ses débuts, comment il vit son immersion dans le monde des créateurs de contenu. Et on a aussi parlé du harcèlement en ligne et de ses nouveaux projets, notamment dans la production. Bon épisode. Salut Ethan, comment tu vas ? Ça va super et toi Cyril ? Bah écoute, je suis ravi de t'accueillir. Tout va bien. Je suis ravi d'être là. Voilà, donc écoute, bienvenue. Ethan, on va commencer l'épisode par ta présentation. Donc est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore et qui sont pas très TikTok ou Insta ? Il doit y en avoir beaucoup quand même. Ouais, bah oui, bien sûr, on est pas au taquet quoi. Donc moi je m'appelle Ethan Berebi, j'ai 21 ans et ça fait maintenant à peu près 3 ans, on va dire bientôt 4, que je crée des vidéos sur internet et que je vis de ça et de société autour. D'accord. Voilà, pour la petite présentation rapide. Et alors comment t'es arrivé sur les réseaux sociaux ? Alors je sais que tout le monde y va, tout le monde fait des trucs, mais toi, quel a été le déclencheur pour toi ? Quel a été le déclencheur des réseaux ? En fait, en même temps que ma terminale, je montais 3 fois par semaine sur scène. C'est-à-dire que je faisais la terminale, 12 heures de cours d'acteur aussi également à Paris, au laboratoire de l'acteur. Et en plus de ça, je montais 3 fois par semaine sur scène pour faire du stand-up parce que je kiffais ça. J'aimais bien faire rire les gens, mais j'étais aussi brillant à l'école et donc du coup j'aimais bien. Moi, j'aime bien faire plein de choses. Ça veut dire quand j'ai plein de choses à faire en même temps, ça me stimule. Sauf qu'arrive le Covid. Qui dit Covid dit plus de scène. Bah non, enfermement. Enfermement, voilà, dans une cage. Et du coup, je me suis dit quoi de mieux que de me lancer sur les réseaux pour avoir un public qui viendra me voir sur scène après. Sauf qu'en fait, j'ai plus kiffé les réseaux, et j'ai jamais vraiment repris la scène, à vrai dire, derrière. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu en plus ? C'est quoi ? C'est le format ? C'est le fait de pouvoir être peut-être refaire des prises ou être un peu plus concis ? En vrai, c'est même pas ça. C'est surtout le fait de se dire que tu peux toucher beaucoup de personnes, des millions de personnes très rapidement, c'est sûr. De n'importe où. En fait, c'est une vraie liberté géographique et temporelle parce qu'en fait, c'est n'importe quand tu veux, et c'est toi qui es le seul maître de ton temps, tu vois. Ouais, donc ça c'est différent. C'est pas le même format et en même carrément. Après le côté public te manque pas. Alors si, c'était une sacrée adrénaline et j'ai retrouvé un peu cette adrénaline dans une émission que j'avais montée parce que en fait, je pense que toutes les choses ou tous les domaines que j'ai pu étudier quand j'étais plus petit ou jusqu'à aujourd'hui, ça m'a permis à construire ce que je peux faire demain, tu vois. D'accord. Donc c'est plus des cordes à mon arc qui me servent pour ce que j'ai envie de faire. Donc à la base, c'est faire rire les gens. À la base, c'est faire rire les gens. Tu fais toujours rire aujourd'hui sur les réseaux. C'est quoi ton orientation ? Divertissement. Je fais beaucoup de micro-trottoirs, un format très cut qui marche très bien. J'ai fait beaucoup de buzz, beaucoup de trucs parce que en fait, moi, je pars du principe que les réseaux c'est aussi un jeu. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est un travail, mais c'est aussi un jeu. Et quand je suis arrivé sur les réseaux, le but c'était tout tester en fait pour voir ce qui fonctionnait et de retenir en fait que ce qui fonctionne. Et franchement, c'est un kiff. C'est un kiff. Pour moi, c'est un jeu, c'est du divertissement et c'est ça qu'on aime. Ok, donc du coup, aujourd'hui, t'es 100% sur les réseaux. Ouais. T'as pas de job à côté, au-delà de ta casquette entrepreneur, et on va y venir. Ouais. Mais donc, tu fais ça full time. Donc, t'as arrêté l'école ? Enfin, t'as arrêté l'école. Carrément. Tu t'es arrêté où ? Vas-y. Alors, moi, j'ai fait une première année à l'université. Enfin, j'ai fait même 3 ans, mais j'ai fait une première année à l'université Paris-Dauphine où j'ai excellé mon année. Ouais. Voilà, ça s'est très, très bien passé. Et t'as fait quoi, Dauphine ? T'as fait quoi ? J'ai fait une licence d'éco-gestion. Ouais. Sauf qu'en fait, j'étais pris aussi à Sciences Po à côté. Donc, j'ai choisi Dauphine parce que c'était pour moi j'avais plus business, de temps. Ouais. Exactement. Et j'avais plus de temps à côté pour faire peut-être des projets. D'accord. Et sauf qu'en fait, c'était une année où là, pour le coup, je faisais pas de réseau.
Et donc du coup c'était très bien scolairement parlant, mais après je me suis dit bon, c'est pas le métier que j'ai envie de faire, j'ai vraiment envie de pouvoir vivre et faire ce que j'ai envie. Et donc du coup j'ai décidé vraiment de me lancer à fond sur les réseaux, de faire au moins une vidéo par jour jusqu'à temps d'atteindre le 1 000 000 d'abonnés. J'en faisais même 6 au début, ça marchait pas du tout, c'était des flops, ça faisait 200 300 vues, enfin c'était horrible pendant 3 mois. À un moment ça a explosé. Je commençais la 2e année à Dauphine d'allier cours plus réseau. J'y arrivais, mais comme moi je suis quelqu'un quand je fais un truc je le fais à fond, je m'incrustais à toutes les soirées pour rencontrer des gens, pour faire du networking. J'allais vraiment partout pour me faire un réseau, des réseaux, parce que je connaissais personne. Et je me suis même fait mes meilleurs amis sur les réseaux. Et du coup je m'incrustais partout, j'allais en soirée du coup d'influx jusqu'à 2h du matin. Après j'allais même en boîte de nuit et j'arrivais à 9h en cours, je dormais devant la fac parce que moi mes parents habitent dans le 78, donc je dormais devant Dauphine dans la voiture. Trop sympa. Trop cool. Mais je kiffais. Et t'as de l'incruste. C'était un kiff. J'allais en cours. J'étais KO. KO. Mais dans l'amphi, ça se voit pas. Voilà, c'est ça. Et, au bout de, 3-4 mois, j'ai commencé à lâcher. J'ai demandé le redoublement. J'ai fait genre une vraie lettre pour dire que j'étais motivé à revenir en cours l'an prochain. Et au final, non. Je suis toujours pas. T'as arrêté. Donc t'as pas eu ta licence. J'ai pas eu ma licence. Ok. Bon, écoute, ça c'est l'effet réseaux sociaux, tu vois. À un moment donné, ça te happe comme ça et t'as des révélations. Ça te bouffe ton temps. Ouais, c'est ça. Non, mais après, il faut aimer. Enfin, voilà. Exactement. Il y en a qui essayent, mais qui, finalement, au bout de 6 mois, se disent, bon, ouais, ça m'intéresse plus. Carrément. Et passe à autre chose, quoi. Carrément. Tant que ça motive, c'est encore bien. Ok. Et aujourd'hui, du coup, comment tu te présentes? Alors, t'es influenceur, entrepreneur, alors influenceur, créateur de contenu, animateur, humoriste. Comment tu rencontres plombier. Je te rencontre en soirée, on se connaît pas, tu me dis je suis Ethan, où je fais. À la base, je dirais plus créateur de contenu, parce que j'aime pas le terme influenceur. Déjà, il a été sali par plein de choses, et je considère pas d'influencer les gens. Je trouve que c'est un terme très péjoratif, tu vois. Et créateur, c'est plus, tu crées des contenus et tu mets quand même une idée, parce que c'est quand même, pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui est tombé dedans par hasard et qui, par la force des choses, est sur les réseaux. Moi, comme j'ai voulu que ça marche, j'ai plus créé des choses en fonction pour que ça marche, tu vois. Donc, je me considère plus créateur, et évidemment, on pourrait même dire créapreneur, parce que j'entreprends. Et l'idée derrière, moi, c'est, même si je préfère la casquette de créateur à entrepreneur, et c'est une nuance, il y en a, parce que moi je préfère entre guillemets la visibilité à l'argent, et ça après c'est des points de vue différents, mais j'ai quand même beaucoup cette casquette d'entrepreneur parce qu'il faut aussi avoir une base solide. Ouais. Donc aujourd'hui tu es créateur de contenu parce qu'en plus tu as un format, enfin toi du coup dans tes vidéos, parce que c'est vrai qu'on a deux types de phénomènes sur les réseaux. Tu as ce que tu appelles les influenceurs qui peuvent être des experts d'un sujet. Par exemple en cuisine, en beauté, en automobile par exemple. Tu as des influenceurs vraiment qui connaissent vachement plus que la moyenne et donc qui vont influencer à travers leur contenu des audiences sur comment bien choisir sa voiture ou bien comment bien faire la cuisine, parce que là pour le coup il faut un savoir-faire. Bien sûr. Après il y a les téléréalités qui eux sont plus des gens que j'appellerais des gens populaires, c'est-à-dire qui sont passés à la télé. Leur seule gloire, c'est d'être passé à la télé. Exactement. Mais qui sont populaires, mais pas influenceurs et surtout pas créateurs. Parce que certains essaient de se convertir, mais c'est très dur. Ouais, mais le bascule n'est pas facile. Et après, effectivement, tu as les créateurs de contenu un peu comme toi, qui, je trouve, créent des formats, font leur prod, parce que du coup, c'est une prod. Hein. Oui, bien sûr. Alors, peuvent se faire aider, parce que des fois, c'est pas gérable, mais c'est pas le sujet. C'est surtout d'écrire des concepts et de les faire. Toi, ton micro-trottoir, je pense que c'est ton sujet, alors que t'as pas inventé non plus, mais bien sûr, que tu t'es approprié avec ton ton et j'imagine ta façon de vouloir le faire, quoi. Ouais, carrément. Et moi, après, je trouve que la force d'un créateur, parce que pour moi, donc, les influenceurs sont très connus pour leur personne, vraiment qui ils sont. Après, t'as la vie que tu suis, quoi. Exactement. Voilà. Les créateurs, c'est plus pour leur concept. Et moi, je trouve qu'un créateur devient complet quand il allie un peu les deux. Parce que les gens commencent à connaître un peu ta vie. Sauf que moi, j'ai un peu faké plein de trucs. Mais voilà, les gens commencent à connaître un peu ta vie. Et c'est là que ça renforce, pour moi, la longévité, tu vois. Pour moi, tu ne peux pas être qu'influenceur. Et tu ne peux pas non plus qu'être créateur. Il faut vraiment allier les deux pour durer dans le temps. À la base, moi j'ai commencé il y a plus longtemps que toi, et 2005, tu vois, j'ai ouvert un blog. Je venais de naître. Tu venais de naître? Non, je suis né en 2002. Bravo. J'avais 3 ans. J'avais 3 ans. Effectivement, à l'époque, on était sur des formats blogueurs, donc c'était des gens passionnés et qui en même temps incarnaient leurs médias. Donc forcément, tu avais un peu de ta vie perso et ta vie pro, entre guillemets, d'expert ou de passionné, qui permettait d'avoir les deux. C'est-à-dire, Bien sûr. là, on ne crée pas vraiment des contenus. Là, on faisait vivre
à travers nos blogs et nos réseaux, qui étaient balbutiants à l'époque, notre expérience, en fait. L'expérience qu'on vivait. Carrément. Moi, j'ai été invité à la Coupe d'Europe, à la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud, en tant qu'influenceur. L'idée, c'était de faire vivre à ma communauté l'expérience. C'était Kia à l'époque, la marque. Merci Fabrice, que je salue. Salut Fabrice. Et de faire vivre cette expérience à la communauté. Donc c'était autre chose encore qu'aujourd'hui, parce que tu étais là pour être un relais. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la grosse catégorie, c'est créateurs qui explosent. Parce que les formats aussi sont divers et variés. Maintenant, la TikTok qui te permet de faire d'autres choses en termes de création. Donc c'est des choses qui se développent. Ouais. Comment t'as vécu, toi, t'as pas été touché, mais ce phénomène de télé-réalité, là, les influx voleurs, tout ce qu'on a pu voir. C'est un sujet que moi, T'es fan de télé-réalité ou pas? Pas du tout. Alors vraiment, pas du tout. Ouais. Je peux pas me voir. Je peux pas rester plus de 2 minutes sur un format de télé-réalité. D'accord. Très honnêtement, c'est des formats que je peux pas regarder. Pas parce que il y en a qui kiffent et tant mieux pour eux, mais moi je trouve que c'est vraiment une perte, pour le coup c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Autant, tu vois, par exemple, je suis un très gros consommateur de TPMP, mais parce que aussi t'as quand même des actus, t'as quand même des trucs et t'en ressors avec quand même une opinion sur des sujets, etc. Donc ça je trouve quand même t'enrichit l'esprit, même si c'est beaucoup du divertissement. Ouais. Autant un format de télé-réalité, je trouve que c'est vide en fait. Pour moi c'est juste une série mal tournée, tu vois. Ouais. Ces petits secrets entre voisins, version et je trouve pas ça top. Le scandale, évidemment, ça a beaucoup impacté le secteur d'influence. Après, je trouve que ça a permis justement de valoriser les créateurs à contrario des influenceurs. Mais c'est vrai que maintenant, t'es vite étiqueté influenceur, voleur. C'est assez insupportable parce que c'est eux, pour le coup, ils sont vraiment pas influenceurs. Même moi, pour moi, ils sont pas influenceurs, ces mecs-là. Ils sont populaires. Moi, j'appelle ça les populaires. Et t'as complètement raison. C'est des mecs populaires qui sont tombés dedans encore plus par hasard parce qu'ils ont juste réussi un casting. Ils ont été mis devant l'écran et ils ont pris tous les travers parce que ces gens-là, c'est pas des gens, ils s'en foutent de leur communauté, les 3/4. Je pense. Ouais. Ils veulent juste faire le plus d'argent possible et donc du coup, le but pour faire les objectifs pour faire le plus d'argent possible, ils sont dans tromper sa communauté, se servir d'elle. Peut-être il y en a qui sont très heureux à Dubaï, mais voilà. Ouais, après c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et ils ont fait en fait tout ce qu'il fallait pas faire. Exactement. Assez rapidement. Et je dirais que malheureusement, comme le vu à la télé marche toujours un peu, comme tu as été exposé à des millions de téléspectateurs, forcément tu as créé des réseaux avec des millions de gens qui t'ont vu à la télé et qui t'ont suivi. Bien sûr. Et après, se sont engouffrés dans toutes les magouilles qu'ils ont inventées des fois eux-mêmes ou sur lesquelles ils sont tombés ou qu'on leur a proposé pour faire en fait tout ce qu'il y avait de pire, quoi. Mais carrément. Dropshipping, des produits qui étaient hyper nocifs pour la santé, qui vendaient facilement. Enfin, ça, c'était le pire du pire, quoi. Mais c'était horrible. Écoute, tant mieux que ce soit fini. En tout cas, pour l'instant, c'est fini. On peut pour dire ça. Pour l'instant, ça évolue. Il n'y a pas de programme télé, j'espère, qui vont encore rejaillir là-dessus, mais... Il y aura forcément des nouveaux influx qui vont sortir. Bon, on l'a vu avec Frenchy Shore, il y a eu des nouvelles hype quand même parce que c'est le retour des bookings, ils sont quand même très sollicités, donc ça revient, je trouve. Mais t'es limité maintenant, ils pourront plus faire déjà ça marche plus. Il y a plus de conversion en vrai il y a plus de conversion à l'achat. Quand une Nabila te disait que son 100e shampoing préféré, c'était son shampoing préféré, tu te doutes bien que la meuf, elle a pas 100 shampoings, quoi, tu vois. T'es une fille, t'as pas de shampoing, allô, quoi. Et puis en même temps, tu fais ça une fois, mais pas deux, quoi. C'est ça. Donc ça passe, tu peux le faire passer, mais pas, à un moment, faut s'arrêter. Bon. On parle aussi beaucoup de harcèlement sur les réseaux. Carrément, T'as été un peu victime, si je peux me permettre, bien sûr, de rentrer là-dedans, mais est-ce que tu crois que des fois, les réseaux, ça va trop loin? Alors, comment t'expliques ça, en fait? Est-ce que tu crois que vous êtes, du coup, hyper médiatisé et donc les gens vous identifient et vous ciblent sur des actions de harcèlement ou même pire, des fois ça peut être homejacking, il y a aussi pas mal de phénomènes d'homejacking avec les réseaux. Même Jean-Luc Reichmann. Donc là c'est la télé qui paye que les influx, mais les gros influx ont aussi été un peu victimes. Qu'est-ce que tu penses de ces dérives aujourd'hui? Comment tu analyses un peu ça? Alors pour moi, oui, il y a évidemment, et ça c'est de fait, parce qu'en fait les réseaux c'est quand même un phénomène qui est assez décentralisé, c'est très dur à réguler, c'est très dur à contrôler, donc oui il y a du harcèlement, les gens sont anonymes évidemment. Moi je trouve que le harcèlement est d'autant plus dangereux pour les personnes lambda, ça veut dire les personnes dans la vie de tous les jours, que ce soit nos communautés, etc., qui s'auto-harcèlent. Et moi, il y a eu un phénomène que moi, j'ai pas vécu, mais que je vois via mes petits cousins, etc., de TikTok visé
fait dans les écoles. Ça veut dire que les gens, ils se clashent à travers des TikTok et donc c'est vu par des centaines de milliers de personnes. Et je trouve ça dramatique parce que moi, j'ai vu quelqu'un se faire exclure d'un lycée parce qu'il avait fait un TikTok visé sur quelqu'un. Et c'est assez ouf. D'accord. Moi, j'aurais bien aimé vivre dans un lycée d'aujourd'hui pour voir ces phénomènes-là parce que j'étais pas encore TikToker. Mais sur les personnalités publiques, pour moi, quand tu choisis ce métier-là, évidemment, il y en a qui l'ont pas vraiment choisi. Ça leur est tombé dessus, mais ils ont quand même choisi d'y rester. Tu dois assumer une part de, je vais pas dire d'harcèlement, mais du jeu des réseaux, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est le jeu. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des côtés positifs, il y a aussi des côtés négatifs. Et c'est d'autant plus fort de se forger un caractère à travers ces critiques-là pour justement durer dans le temps parce que la vie n'est pas facile. Et aujourd'hui, c'est les réseaux. Avant, c'était les critiques de tes proches. Enfin, tu vois, c'est juste un phénomène global qui est plus gros, mais qui traduit un phénomène qui existait avant. Juste que là, c'est sur les réseaux, t'es jeté en pâture. Alors oui, les gens devraient pas te juger. Ça, je suis complètement d'accord. Pour moi, tu peux pas juger quelqu'un sans le connaître. Mais le perso que tu vas te donner, moi je pars du principe que qu'on me critique, je m'en fous parce que tant que je suis à l'aise dans mes baskets avec mes proches, mes parents qui vont bien, que je gagne ma vie et que je suis heureux dans ma vie, le reste, ce qu'on pense de moi, franchement, je m'en fous. Puis tant qu'on parle de toi, c'est bon aussi. En fait, tant qu'on parle de toi, dans le mot de bad buzz, il y a un buzz. Tant qu'on parle de toi en bien ou en mal. En bien ou en mal, c'est assez on parle positif de toi. En général parce que c'est bien que t'es là, quoi. Mais du coup, tu crois qu'aujourd'hui, créateur doit doit prendre des précautions en termes de... Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on a eu pas mal de créatrices de contenu notamment, mais qui étaient assez sans filtre, tu vois. J'habite là, voilà où je suis, voilà ce que je fais, voilà ma machin et tout ça. Et donc, le succès grandissant bien sûr peut attirer des fois des jalousies ou bien montrer de l'argent. Donc des sujets qui sont un peu des fois... pas très, tu vois, enfin c'est pas dans l'air du temps, quoi. Enfin tu vois, on est en récession, c'est un peu compliqué de faire un peu son beau, sa belle en disant tiens j'ai reçu plein de trucs Dior, machin, ça peut des fois exciter les gens. Bien sûr. Mais en même temps, c'est quand même nécessaire aujourd'hui, tu crois, d'avoir un minimum de sauvegarde de sa vie privée quand même, ou de jouer un rôle sur les réseaux. Toi tu joues comme aujourd'hui, t'es pas 100% transparent. Bien sûr. Toi, bien sûr. De ce que je comprends, après tu me diras ou pas, mais tu rentres dans un rôle. Bien sûr. D'animateur, de Ethan sur les réseaux, qui n'est pas forcément évidemment compliant avec la vraie vie. Bien sûr. Mais tu joues un rôle qui est quand même assez proche de toi, je pense, mais tu t'es forgé un storytelling. L'idée, parce que je pense que quand même quand t'es en fait acteur ou quand t'es personnalité publique en général, je pense qu'il faut que t'aies un perso qui soit différent aussi de ta vraie vie, même si évidemment c'est très relié parce que c'est de fait en fait que c'est relié parce que c'est toi, c'est intrinsèque, etc. Mais je pense qu'il te faut quelque chose pour te permettre de déconnecter et de se dire que le perso que t'as mis en place, lui, peut prendre tout, mais que toi en soi tu resteras indemne, tu vois. Ça veut dire que moi, je pense que si j'avais divulgué plein de choses de ma vie privée, si je mettais par exemple en avant beaucoup ma mère, je l'avais très peu en avant parce que je sais que c'est une personne fragile, plus que mon père qui lui s'en fout, mais qui ma mère elle reçoit un commentaire méchant, elle va rester 2 heures à lui parler et discuter avec lui, tu vois. Et moi, je considère que mettre en avant ce que j'ai envie de montrer, et beaucoup de choses des fois qui sont fausses, ça me permet de mettre une barrière à l'entrée avec une certaine haine qui va pas arriver directement sur moi, mais sur ce que j'aurais envie de faire valoir, tu vois. L'argent, je l'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup fait des trucs où j'ai montré des sommes indécentes. Évidemment, je l'ai vraiment fait très souvent. Mais ça, c'était calculé. C'était pour le buzz. Ça, c'était calculé. Et évidemment, moi, je trouve ça débile c'est pour ça que je le fais pas. D'ailleurs, je suis un très mauvais influenceur, de mettre des stories où je suis tout le temps, truc. Parce que, en fait, oui, des fois, je mets quelques stories parce que voilà, il faut en mettre. Mais tu vas, pas t'attirer les foudres, mais tu vas être localisé en permanence. En fait, c'est du temps réel, c'est du direct. Bon, après, moi, personne sait où j'habite. Donc voilà, le but, c'est, je pense, de masquer ces éléments-là. Après, il y en a qui peuvent trouver, il y en a qui peuvent te tracer. Ça, c'est clair. Mais je pense que, et moi, j'arrive pas à le faire, mais j'ai beaucoup de potes qui le font aussi, qui mettent les stories le jour d'après. Tu vois, ils décalent d'un jour pour pas en général, que c'est ce qu'ils font. Enfin. Voilà, pour pas que les gens savent où ils sont. Alors oui, c'est fort. Après, quand t'es en vacances, c'est moins fort parce que t'es là sur une semaine, tu vas pas mettre tes stories après, ça fait un peu bizarre. Mais après, voilà, après c'est le jeu. Quand un animateur il est en direct en plateau, tu sais qu'il est pas chez lui aussi, donc tu peux aller cambrioler. Oui, c'est plus facile entre guillemets parce que quand c'est marqué en direct, le mec, tu sais qu'il est pas chez lui. Voilà. Tu vois, donc c'est aussi c'est le problème. Les réseaux, c'est plus instantané parce que c'est fait en direct. Mais quand tu voyais un mec à la télé qui présente son JT de midi et qui est en direct, tu te dis, je peux aller le cambrioler. Potentiellement.
C'est un indicateur. Et après, est-ce que tu crois que la télé-réalité a pas mis de l'huile sur le feu, justement? Parce que comme ils ont été quand même dans de l'indécence totale. Ah, mais c'est clair. Et qu'ils ont du coup attiré certaines délinquances en se disant, bah attends, en fait, on se trompe de target. Peut-être que les influenceurs sont plus intéressants pour nous que peut-être d'aller faire un petit vol, une délinquance de rue, tu vois, qui rapporte pas beaucoup finalement. Ah, mais carrément. Si j'étais dans la misère, peut-être j'aurais compris le fait de faire ça. Et encore, je trouve que c'est franchir quand même un step parce que, en fait, pour moi, je préfère aller me la buter au travail pour gagner quelque chose d'humain que d'aller arracher quelque chose à quelqu'un qui l'a gagné, tu vois. Ouais, mais ça, c'est la délinquance. Après, t'es pas dedans. Ouais, bien sûr. Si t'étais dedans, après, voilà, c'est une machine du... Qui t'a volé un sac à main, autant peut-être aller, tu vois, pour le même risque, entre guillemets. Ouais. Parce que quelque part, c'est une histoire d'évaluation de risque de la part de ces gens-là. Et que la télé-réalité a été quand même super indécent. Ils se sont dit, bah attends, en fait, ils sont super blindés. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens, quand même. Bien sûr. Faut se le dire. En fait, ils ont surtout beaucoup cramé. Ils ont surtout. Parce qu'à une époque, c'est vrai que tous les télé-réalités ont pris ce prétexte de Dubaï pour se dire sécurité. Là-bas, on est anonyme, on est mieux. Mais bon, c'était évidemment pas le critère principal de leur exil, mais c'était ça au début. Okay. Et finalement, c'est pas quand ils reviennent en France, ils se font taper aussi, quoi. Ouais. Alors, quand Nabila revient, elle fait gaffe, quoi. Ouais, typiquement. Oui. Normal. Donc je pense que la télé-réalité a beaucoup joué là-dessus, moi, parce que c'est un nouveau phénomène quand même, tu vois, qu'on n'avait pas avant ces époques-là, même si les réseaux étaient déjà successful avant. Bah, c'est vraiment des personnes qui partent de zéro. Tandis que tu vois, à l'époque, avant la télé-réalité, tout ce qui était animateur, acteur, etc., t'as quand même un training, t'as un entraînement, t'es confronté à plein de choses. Ouais. Voilà, c'est plus concurrentiel. Enfin, c'est plus valorisant parce que la personne, elle a trimé pour faire ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle est préparée. Tu vois? Tandis pas un influenceur, mais il est entouré. Il a un producteur, il a voilà, tandis que les mecs de télé-réalité, voilà, ils ont été castés pour leur personnalité, leur physique, leur personnalité, même pas pour leurs compétences. Et ils ont été mis, après c'est une compétence la polémique, et ils ont été mis dans une maison, et voilà. Enfermés, voilà. Exactement. Et après, c'est vrai que sur des milieux artistiques, quand tu prends des chanteurs, des chanteuses, ou même des acteurs assez connus à un moment donné, bah, t'as toute une série de procédures qui se met en place. C'est-à-dire, t'as un agent de sécurité, t'es assez confidentiel dans les hôtels ou dans tes voyages. Bien sûr. Donc, ils ont déjà une protection qui se met en place. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est un métier. Et c'est pour ça qu'il y en a même... chez les influenceurs aujourd'hui, les plus successful n'ont pas ce réflexe de s'entourer. Certains de la télé-réalité maintenant le font. Il y en a certains qui commencent, mais je pense qu'ils commencent plus parce qu'ils ont peur et qu'ils ont vu les ravages qui ont été faits. Oui, ils ont eu des menaces. Conscience, ils ont eu des menaces. Voilà, où ils ont eu des menaces que par acquis de conscience de se dire... C'est une protection en préventif, quoi. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ils sont très regardés, tu vois. Certains célébrités, je dirais maintenant, qui sont devenus des célébrités, ont des agents de sécurité parce que très visibles. Bien sûr. Et parce qu'aujourd'hui, tout peut arriver et on n'est plus trop à l'abri d'une soirée marque ou d'une soirée influenceur. Des fois, on n'est plus à l'abri, quoi. Ouais, bien sûr. Parce qu'il peut se passer plein de trucs. Ok. Comment aujourd'hui, toi, t'es organisé? Parce que du coup, t'as 2 casquettes. T'as ton côté créateur de contenu et entrepreneur. Exactement. T'as pas d'agent, t'es pas organisé comme ça, toi? Non. Enfin, je crois pas. Je pense que ça aurait été un sacré soulagement d'avoir un agent. D'accord. Parce que tu peux plus en fait, des fois, je me dis, ça aurait été très sympa d'avoir que la casquette influ ou créateur. Parce que t'es plus soulagé, plus tranquille, t'as que le temps de créer, etc. Oui. T'as moins de prise de tête parce que t'as quelqu'un qui te gère les merdes, justement. Maintenant, c'est un choix aussi de me dire que pour moi, la vie, je pense pas que c'est quelque chose de facile. Et que je pense pas que et pour moi ça dure qu'un temps ces choses-là, tu vois. Et que aujourd'hui j'ai 21 ans, je veux être à la retraite à 30 ans et c'est vraiment un souhait. C'est marqué, ça y est. C'est un souhait. C'est un souhait. Bon. C'est un vrai souhait. Et comme un joueur de foot en fait, t'es un joueur de foot. Ouais, voilà, c'est ça, avec sans les zéros derrière, mais ouais, c'est ça. Et je me dis qu'il faut vraiment bosser. Pour moi en vrai, il y a pas de secret. Je suis sûr que le travail ça paye et quitte des fois à faire des trucs où je me dis bon bah ça me rapporte pas grand-chose et bah je vais le faire à fond et je vais bosser. Et là-dessus, il y a pas de secret. J'ai eu un assistant pendant une longue période qui au final a essayé de monter une agence dans mon dos et qui était un ami d'enfance en plus. Voilà, donc je l'ai envoyé se faire foutre cordialement. et sinon donc comment je suis organisé?
Mes propres réseaux, en gros, moi j'ai un peu 3 biais. J'ai une boîte perso, j'ai mon agence d'influence, boîte de prod un peu créa de contenu pour les marques, et j'ai ma partie réseau à moi. Et donc vraiment, je trime entre ces trois-là. Évidemment, ma boîte principale, ma boîte de prod, réseau, elle prend beaucoup plus de temps, mais vraiment beaucoup plus de temps. Mais j'essaie de m'accorder une journée par semaine pour créer. J'essaie d'aller quand même encore aux events. Ouais, c'est important. Mais c'est dur. Ouais, mais c'est dur. Mais c'est clair que c'est dur. C'est clair que je pense que si j'avais que le temps d'avancer sur mes réseaux, mais je serais déjà encore un step au-dessus. Mais aujourd'hui, j'ai pas le temps. Et est-ce que tu crois que c'est tes réseaux qui te rendent successful avec ta boîte de prod? Est-ce que c'est le l'œuf et la poule? Ah oui. Donc oui. Du coup, tu es quand même obligé d'investir un minimum sur ton temps de créateur. Alors, je suis quand même exactement. Parce que sinon, ça peut basculer. Après, j'ai fait une démarche où pendant, peut-être 2 ans, j'étais à fond sur mes réseaux. Okay. Donc là, ça a super bien évolué. Et là, j'ai fait une démarche inverse de me dire que j'ai une base sur mes réseaux. Ça va me servir. Je vais bosser à fond pendant 1 an pour voir où je peux emmener cette putain de boîte. Ça marche très très bien. Et après, je reprendrai plus le temps d'encore plus avancer. Comme je le dis, j'ai vraiment le temps. Enfin, pour moi, c'est une course, alors qu'en vrai, c'est un marathon et il faut le prendre plus comme un marathon. Mm-hmm. Mais moi, j'ai envie d'aller toujours plus vite, de faire plus de choses, d'être avancé sur mon âge sur plein de sujets. Et sauf qu'en vrai, je le sais, mais j'ai le temps. Tu crois que tu as le temps sur les réseaux? Enfin, sur les réseaux, dans ta carrière, parce que 30 ans, c'est quand même dans 9 ans. Ouais. Mais après, c'est moi qui me suis si je suis ton calendrier, c'est moi qui me suis si je suis ton calendrier, c'est dans 9 après, ans. peut-être je ferai autre chose. En vrai, moi, ce que j'avais envie de me prouver à moi-même, c'est qu'en partant de rien, entre guillemets, on peut arriver vers un point Z. Tu vois, partant d'un point A à un point Z, on peut y arriver, et en créant de la valeur avec rien. Moi, j'aime pas du tout le modèle de start-up où tu vas lever des fonds et créer de la valeur avec de la valeur. Oui, de l'argent qui est pas à toi. C'est de l'argent qui est pas à toi. Voilà, je déteste ce modèle-là. Moi, je préfère montrer que tu crées de la valeur avec rien. Donc ça, c'est fait. Ça, tu l'as fait. Et ça, c'est fait. Et maintenant, c'est quoi ton prochain projet? Parce qu'une fois que tu as 3 créé ans, ta boîte et que tu as fait ta prod, si tu n'es plus sur les réseaux... Non, mais je veux être sur les réseaux. Ouais, mais si tu es moins sur les réseaux, tu deviendras une boîte de prod parmi tant d'autres. Ou une agence parmi tant d'autres. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'oublier ça, et que selon moi, après moi c'est une vision, mais moi je préfère entre guillemets la fame, la visibilité. Et ça, c'est une vision intrinsèque, c'est ce que je préfère, et c'est aussi pour ça, à vrai dire, pour tout comédien, tout acteur, tout présentateur, tout humoriste, ils aiment bien être au centre des choses. Voilà, c'est évident. Il y a un petit côté narcissique, ça c'est réel, et ça on va pas se mentir. Il faut aimer avoir du regard des autres, etc. Et donc je pense que moi je préfère ce côté-là. Même si on me dit oui, tu verras, t'auras pas la même vision dans 5, 10 ans, oui certes, peut-être. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je préfère ce côté-là. Et donc, c'est pour ça que je pense que le fait d'avoir créé cette boîte qui tourne et qui marche très bien, c'est surtout plus une volonté de la société de se dire que j'ai un truc qui tourne, j'ai un business et j'ai quelque chose sur lequel me retomber dans les pattes. Ça, c'est l'assurance vie. Voilà, exactement. C'est clairement ça. Mais l'assurance vie fonctionne que si tu es successful sur les réseaux. Exactement. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'un jour, je vais prendre un vrai tournant et je vais peut-être arrêter un des 2 trucs. Je sais pas lequel. Aujourd'hui, je suis un peu dans un petit flou, et faut le dire, parce que on n'est pas. Je pense pas que quand on fait ce métier, on peut tout prévoir. Bien sûr. Et c'est très dur, et ce serait très égocentrique de sa part de se dire ouais, je sais tout et je sais je vais être demain. Aujourd'hui, je suis dans un flou artistique. Ouais, c'est clair. Moi, je serais toi, je ferais un peu plus de temps qu'une journée sur la création de contenu. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir ton assurance vie dans 9 ans. Ouais, je suis d'accord. Et ensuite, de rentrer ta prod dans tes créas. Ouais. Dans ton contenu d'influenceur régulièrement. Pour ce que j'ai vu aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, c'est quand tu es un créateur de contenu et que tu fais ta prod. Ouais. Et donc, tu crées tes formats, tu crées ta prod, tu crées aussi ta patte et ton écriture. Bien sûr. Qui est différente des autres. Carrément. Et qui te permet d'avancer sur 2 pieds, en fait. Ouais. Parce que sinon, tu es toujours sur un pied, etc. Mais après, il faut aussi avoir le temps de travailler les collabs, d'aller chercher les marques, d'aller chercher les agences, les partenaires, qui peuvent t'emmener là où toi, tu as envie d'aller en tant que créateur de contenu. Et comme tu dis qu'en plus, l'argent n'est pas ton premier moteur, c'est plutôt mieux, d'ailleurs. Oui, l'argent, ça doit être une conséquence, je pense, de ce métier. Ça doit pas être. Tout travail mérite salaire, évidemment. Mais évidemment, quand tu prends ce métier de créateur de contenu avec ce seul objectif de gagner de l'argent, tu réussis pas. Ouais, je suis d'accord. En 15 ans d'agence, tu vois, j'en ai vu des étoiles filantes énormément. Ouais. Et ça marche pas. Et comme tu dis, l'endurance est un vrai sujet.
Travailler est un vrai sujet. Ouais. Parce qu'au début, tu peux avoir la chance du débutant de popper comme ça sur les réseaux. Mais si tu travailles pas pour maintenir ta position, tu passes à la trappe parce que ça va très vite. Ouais, de toute façon, pour moi, ceux qui réussissent pas dans ce métier, c'est ceux qui ont arrêté, c'est tout. Enfin, pour moi. Non, ceux qui ont arrêté de travailler et ceux qui ont arrêté qui se sont dit, ça y est, c'est gagné, je suis une star. Exactement. Et ça va marcher pendant 20 ans. Ouais. Ce qui n'est pas vrai. Ouais, bien sûr, tu peux changer dans tous les 6 mois, quoi. Et, tu vois, le Covid nous a montré que du coup, tu peux passer d'un modèle à un autre assez rapidement aussi, ou créer des vocations quand tu es enfermé chez toi, tu arrêtes le stand-up et que tu fais un créateur de contenu. Exactement. Ok, aujourd'hui, alors reprenons un peu le sujet sur les créateurs de contenu. Tu as fait plein de choses. Ouais. Est-ce que tu as une expérience ou une, je sais pas, ou une histoire de créateur de contenu qui t'a vraiment marqué? Un truc qui m'a marqué? Bah, je pense il y a ce côté aussi, ça c'est plus un truc sur du long terme. Après j'ai un vrai truc un peu plus ponctuel, mais j'ai plus un truc sur du long terme de se dire que quand tu regardes tes anciennes vidéos, de voir en fait que t'as une vraie progression, parce qu'en fait tu te rends pas compte parce que tu crées au jour le jour. Et moi, j'ai appris de plein de potes avec qui je me suis lancé sur les réseaux, que ce soit des compétences en montage, des compétences, etc., que j'avais pas forcément. Et je trouve que c'est ouf en tout cas, le gap d'apprentissage que tu peux avoir quand tu crées au départ et de où t'arrives à la fin. Parce que moi, depuis que j'ai 10 ans, je crée des vidéos parce que j'avais des chaînes YouTube, je faisais des vidéos sur la magie, parce que j'ai fait de la magie aussi. Et de voir le gap de ce qui était créé avant et que je pensais que c'était ouf, à ce qui est créé maintenant et je pense que c'est nul, tu vois, c'est un truc de ouf parce que t'as un vrai gap et ça je trouve ça toujours très cool. Et évidemment le truc qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai réussi en partant de rien parce que j'avais pas de contact là-dessus, c'était un rêve qui était dans ma tête depuis longtemps et que j'ai réussi à concrétiser plus rapidement que ce que je pensais, c'était de créer un TPMP des réseaux. Mais alors pour moi, c'est un rêve que je voulais faire depuis, que j'avais 15-16 ans. Je voulais faire une parodie de TPMP, etc. Et je sais pas pourquoi sur YouTube alors que j'avais 1000 abonnés, tu vois. Ouais. Et pourquoi pas, c'est faire la télé, quoi. Exactement. Et quand j'ai commencé à avoir des abonnés sur TikTok, j'ai commencé à sonder 2-3 marques sur ce format-là. Et elles m'ont dit, c'est très cool, nous on pourrait te suivre, mais trouve un plateau. Je contacte un peu les contacts que j'ai à droite à gauche et genre vraiment je me chauffe au hasard. C'est vraiment au hasard. Et j'en ai un qui me dit tiens, tu devrais rencontrer cette personne qui a un plateau. Je rencontre la personne et au final je travaille même plus avec la marque, genre j'ai même plus besoin de la marque. La personne me propose de fournir le plateau et les équipes sur du long terme et je crée ma première émission qui au final est aussi bien produite que de la télé, tu vois. D'accord. Parce qu'au final, c'est vraiment une prod télé. Ça a été produit comme à la télé. Donc ça, c'est dispo où? Ça, c'est dispo sur YouTube. Ça s'appelle B-React. Voilà. Il y a eu 15 émissions. Après, on a eu des petits désaccords sur la suite parce que la boîte de mon ancien associé sur ce projet, c'est une boîte très corpo. Ils font des webinaires pour les entreprises. Ils font plein de trucs corpo. C'est pas leur schéma. Exactement. Et quand tu commences à avoir des articles dans Public, dans Voici, etc., il y a eu un peu une petite réticence pour leur marque. D'être associé à ça, tu vois. Ce qui est logique. Ce qui est normal. Ouais. Ok, donc du coup, tu as fait des belles rencontres. Ça t'a permis de monter un projet TPMP qui s'appelait pas comme ça. À 0 €. React. À 0 €. Et t'as oublié la marque, du coup, c'est con. De quoi? T'as oublié la marque. J'ai oublié la marque, ouais. Bon, tu vas peut-être te relancer. Ouais. Ok, mais ça, tu vois, c'est la magie des réseaux. Enfin, je pense que c'est ce côté créateur qui t'emmène à rencontrer plein de gens. Et exactement. Et après, pour moi, les créateurs qui ne sont pour moi, parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont pas bankable et qui ont même beaucoup d'abonnés, tu vois, ou qui arrivent pas à concrétiser leur projet. C'est juste qu'ils savent pas se vendre. En vrai, en tant que créateur, c'est pour ça que je trouve qu'avoir un agent, des fois, c'est débile. Mais je pense que tu es le propre maître et tu es le mieux à même de savoir vers quoi tu as envie d'aller et qu'est-ce que tu vaux, tu vois. Mieux qu'un agent. Bah oui. Quand je veux convaincre une marque de prendre un casting qui est, je pense, être le meilleur, j'invite le créateur à venir à la réunion. Ah bah oui. Parce que il n'y a rien de tel. Ah bah complètement. T'as l'image réseau, t'as les stats, t'as les machins. Les agents, on va se le dire aujourd'hui, te connaissent pas, te parlent même pas, te font les devis et les factures, quoi. C'est ça. C'est juste des gestions admin, quoi. Voilà, et qui sortent de l'école. Alors, j'ai rien contre ça, mais en tout cas, qui n'ont pas le métier. Non, mais qui n'ont pas le métier nécessaire. Agent, c'est un métier, tu vois, quand tu vas dans le cinéma, ou dans la musique, ou dans des milieux artistiques calés. Un agent, il a 30 ans de métier ou il a 15 ans de métier et en fait, c'est un vrai métier. Bien sûr. Il y a des procédures, il y a un savoir-faire, quoi. Carrément. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir se vendre soi-même. Ah, pour moi, les influenceurs sont commerciaux. Et c'est bien aussi, des fois, de casser l'image réseau. Ouais. En rencontrant les marques, en rencontrant les partenaires avec qui tu vas travailler.
parce que du coup, il y a plein de choses qui jaillissent que tu ne vois pas forcément sur les réseaux. Carrément. Comme en plus, tu viens de le dire tout à l'heure, tu joues des fois un personnage Ouais, qui du coup est un peu différent de toi-même. bien sûr. Et du coup, il y a peut-être une facette de ta personnalité qui peut plaire à la marque, sur laquelle on peut jouer aussi pour travailler du contenu ou un partenariat. Quoi. Carrément, et c'est même un peu sur aussi le biais des visio calls avec les marques, oui. ou des visio calls avec Ouais. des partenaires. En vrai, t'auras jamais le même ressenti que si t'es en face de la personne, tu vois. Ça veut dire que C'est mieux. c'est cool les calls, c'est cool les visios, c'est cool le télétravail et tout, mais moi je suis pas fan Mais il faut de... connaître les gens avant. Moi je pense voilà, moi ces modèles-là, même si le Covid a voulu qu'on fasse plus de trucs à distance, moi je trouve que ça casse le biais de l'humain, tu vois. Ah oui, mais de toute façon, je vais te dire. Il y a beaucoup de deals qui Moi, se ce font que plus je par vois l'humain. depuis 15 ans ici, enfin un peu plus dans tous mes métiers que j'ai fait avant aussi, mais en fait, c'est l'humain. Ouais. On est un métier d'humain et on vend pas des billboards à la télé, on vend pas de l'affichage dans la rue. On est sur un métier d'humain. Ouais. Donc en fait, si t'as pas le premier contact humain et la confiance envers la personne que tu as en face Bien sûr. et l'intérêt de travailler avec lui sur un sujet, après tu peux faire de la visio si tu veux, mais si t'as pas ce premier contact, ça marche pas vraiment bien ça, parce ça que marche pas du tout. Ouais. tu rates, je pense, beaucoup de sensibilité et de signaux Ah, complètement. qui sont très forts en général et Ouais. qui te permettent d'avancer, quoi. Et ce que je vois avec les influenceurs, c'est que, alors peut-être c'est ton cas aussi, mais les 3/4 se sont fait leurs meilleurs potes dans cette sphère d'influence Ouais. ou de création de contenu, parce que du coup c'est leur milieu, enfin c'est devenu leur milieu, et forcément ils discutent avec des gens intéressants, qui sont tous chacun intéressants, et sur lesquels ils vont des fois se reconnaître, des fois ils vont vouloir Bien apprendre sûr. de l'un ou de l'autre, et puis ils parlent un peu le même langage, quoi. Ouais. Donc ça c'est important c'est pour ça que tu as bien fait de t'incruster, entre guillemets. Parce Ouais. que maintenant, t'es invité quand même. Ouais, hein. bah oui, T'es ouais. plus incrusté sur les soirées. Ouais. Parce que c'est là où tu rencontres les gens, quoi, et tes pairs. Ah, c'est clairement ça. T'as des histoires là-dessus. Tes potes, tu m'as dit tout à l'heure que tes meilleurs potes maintenant Ouais. sont des gens que tu as rencontrés via les Bien sûr. réseaux ou sur les influenceurs. Ouais. C'est vraiment tout. Tes meilleurs potes aujourd'hui, c'est des gens des réseaux. Mes meilleurs potes aujourd'hui, c'est des gens des réseaux. On a un petit cercle, on est 4, hein. Enfin maintenant plus D'accord. que 3 en vrai. Et oui, parce qu'en fait, on a entre guillemets, eux, ils avaient une petite noto chacun dans leur domaine de compétences. On avait un, c'était sur YouTube, l'autre, c'était plus de l'humour, Ouais. enfin des sketchs, etc. Et un autre, il était déjà un peu présent sur l'appli TikTok. Et on a vraiment, quand on a créé notre format de micro-trottoir, parce qu'on a créé ce format un peu ensemble, on a vraiment créé un format qui reliait toutes nos forces chacun, tu vois. D'accord. Et c'est ce qui a fait que ça a marché. Après, maintenant, malheureusement, il y en a 2 des 4 qui ont arrêté les réseaux. Donc, Ça y est, Enfin, retraiter des réseaux. voilà. Parce que aussi, c'est vrai que quand t'as un groupe de 4 personnes qui se lancent sur les réseaux ensemble, dont un qui était plus connu que nous, Ça crée des etc., décalages, non il y a quand même de l'émulation, mais de l'émulation compétition. Ah, tu sens Et ça? On le savait, non mais on le savait. On faisait une vidéo par jour, il y avait vraiment de la compète, tu vois. Ça veut dire qu'on était là à faire nos vidéos et dès qu'il y en a qui faisait plus de stats que l'autre, on était plus content. Franchement, c'était que ça. On tournait nos vidéos ensemble, mais par contre, on n'allait pas donner nos concepts à l'autre. Enfin, Ah alors ouais. qu'on avait le même format, tu vois, Ouais, mais en on fait, était très. T'es amis, mais pas totalement, quoi. Voilà, Enfin, c'était très compète. Et là, je trouve qu'on est devenu, on s'est mais quand là, c'est même- parce que vous étiez sur un projet pro, Carrément. entre guillemets. Enfin, pro, carrément. de vos métiers. Mais aujourd'hui, typiquement, demain, tu te maries, Ouais, Mazel Tov. ouais. T'inviterais des potes influenceurs. T'as quand même des vrais potes Ouais, au-delà bien sûr, bah, des collabs. Et tout ça. Carrément, non, j'en ai plein. Mais après, le milieu de l'influence, c'est aussi un peu un milieu hypocrite, tu vois. C'est un Tu l'as milieu- senti, ça, déjà? Oui, Enfin, oui. Moi, je peux pas me les voir. Enfin, tu sais, beaucoup d'influx, je peux pas me les voir. Moi, les seuls influx que je peux me voir, c'est des influx avec qui je suis là, j'ai commencé avec eux, tu vois. D'accord. Voilà, il y en a beaucoup que je peux pas me voir et parce que, en fait, comme c'est des personnes qui Tu sont vas te faire tombées des dedans amis, par là, hasard, t'es au moi, courant. de toute façon, je leur dis en Tu leur face. dis. En fait, mon problème, moi, c'est que je suis très cash Ah oui. et Ça t'a je joué des tours, déteste ça, les gens hein. hypocrites, tu vois. Et donc, moi, quand il y a vraiment quelque chose qui va pas, je le dis à la personne. Oui, c'est mieux. Hein. Et c'est beaucoup de gens qui sont pas éduqués en fait, qui ont eu des manques d'éducation, Ouais. qui sont arrivés dans un milieu par hasard, ils sont tombés dedans par hasard et ils pensent que tout leur est dû, tu vois. Parce que quand tu donnes de la visibilité à des gamins, bah s'ils ont pas été un minimum éduqués derrière, Ouais, ça marche ils plus, vont hein. mal s'en servir, tu vois. C'est Ouais. comme si tu donnes un super pouvoir à un mec qui sait pas s'en servir, tu vois. C'est pareil. Ok, bah, c'est logique. Après, ils sont jeunes, ils sont Bien pas sûr, ouais, structurés, carrément. J'espère que ça va évoluer. Des fois, c'est la chance d'une vie, puis des fois, Carrément. il n'y a pas la structure familiale, la structure
Carrément. nécessaire pour encaisser tout ça, tu vois. Bien sûr. Moi, je vois ça un peu aussi comme à une époque où tu avais de la télé-réalité très successful et qui ont tous fini en dépression parce que ils n'ont pas réussi à être encadrés, managés. Ah bah oui. Parce qu'il faut gérer cette notoriété soudaine, tu vois. Carrément. Et ça peut des fois monter à la tête quand tu as des millions de vues sur ta vidéo. Et quand tu essaies de réaliser, tu te dis j'ai 1 million de personnes qui ont vu ma tronche. Ça fait beaucoup et donc tu peux basculer. Ouais. Même si c'est pas 1 million parce que c'est pas les vrais stats, mais bref, en tout cas ça peut faire basculer. Carrément. Ok, je comprends. Et qu'est-ce que t'aimes aujourd'hui dans les collabs? Quand t'as une marque qui vient te voir, par exemple, c'est quoi ton filtre? Tu dis quoi? Tu dis tiens, alors ok, il y a le budget, ça c'est un sujet, mais c'est quoi ton filtre pour choisir la collab? Mon fil pour choisir la collab, c'est déjà évidemment quelque chose qui va correspondre à mon éthique, parce que tu as évidemment des éthiques sur certaines marques, etc. Après, je suis plus regardant de est-ce que je vais pouvoir intégrer le produit à mon concept, ou le produit, l'application, etc. à mon concept. Parce que moi, je vais vraiment essayer de créer un concept autour de la marque, un peu comme ils font plus sur YouTube, mais que de faire un placement de produit simplement en explicitant les bienfaits du produit, tu vois. Moi, le but, c'est que les gens, quand ils vont regarder ma vidéo, qui est une collaboration, et notamment on est très souvent sur TikTok, c'est que les gens regardent la vidéo. Tu vois, donc que ça paraisse pas forcément comme une collab, que ça paraisse bien intégré, que le produit il a son sens et que ça a de la valeur et que je suis pas un encart publicitaire de téléachat pour le viewer, tu vois. Et donc voilà, moi c'est vraiment dans cette optique-là de dire que j'intègre le produit à mes concepts, à mes formats. D'accord. Donc du coup parce que tu as un concept de micro-trottoir notamment. Exactement, ouais. Mais est-ce que ça se ferme pas des collabs? Parce que c'est un format qui est spécifique quand même. En vrai, moi je trouve que c'est le meilleur format pour intégrer n'importe quelle marque. D'accord. Genre vraiment, pour moi, je ne vois pas aucune marque. Enfin, pour moi, il n'y a aucune marque qui ne peut pas être intégrée dans un micro-trottoir. Tu vois. Donc tu cites la marque, tu la montres pas forcément. Typiquement, là pour Indeed, je suis en train de créer un micro-trottoir qui est quasiment fini. D'accord. Où je vais aller demander aux gens quel est son métier. Okay. Je vais le prendre en photo et aller voir d'autres personnes pour leur demander si, en fonction de son aspect physique, ils vont trouver quel est le métier de la personne. D'accord. Et à la fin, j'arrive sur une dernière personne qui, lui, je lui demande, et toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais comme métier, qui trouve la personne, et il m'explique son métier, il me dit qu'il l'a trouvé sur Indeed, tu vois. Mais j'amène vraiment le concept dans un format qui était déjà existant en plus sur mon compte. Ok, mais là c'est un service, c'est plus facile. Ouais, bien sûr. Quand c'est un produit. Quand c'est un produit, typiquement, genre demain même un produit très compliqué. Ouais. On m'a fait faire une bague connectée. Ah. Alors, une bague connectée, c'était une bague pour payer. Ok. Je sais pas si tu connaissais, ça s'appelle Aclis, mais ça, ils ont fermé en plus là. Ils ont fermé dernièrement. C'est pas les seuls sur le sujet, mais voilà. Mais ça marchait très très bien, je pouvais payer avec, etc. J'ai fait une collab avec eux, j'ai 3 vidéos. Et la première vidéo que j'ai fait, c'est je vais draguer une meuf dans la rue, ok. Et en gros, à la fin, je lui demande, donc je lui dis pour qu'on soit ensemble, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle me dit, il faut que tu m'achètes si ça. Je vais acheter un premier truc, je paye avec la bague, elle fait pas attention, au début elle est choquée. Je le fais à un deuxième endroit, je paye avec ma bague, toujours pas attention, elle est choquée. Et à la fin, je lui dis, bon, je pense qu'on mérite d'être ensemble, et je lui tends la bague comme si je la demande en mariage, tu vois. Bien sûr. Et voilà, et donc j'ai intégré le produit, et après j'en parle, elle me fait, c'est la bague avec Clis, c'est la bague avec Clis, c'est la bague qui permet de payer, etc. Tu vois. Voilà. Ok, donc finalement, t'as un format assez libre qui peut s'adapter après, à tout, après, évidemment, faut s'adapter. C'est un peu de créativité, tu vois. T'as un peu de créativité. Tu peux intégrer même une marque d'eau. Nous, on bossait avec la marque d'eau de Kev Adams, Drinkwater. C'est des marques où chaque eau, elle a entre guillemets, un bienfait parce qu'il y a des enzymes spécifiques. Il y en a un qui te rend plus content, un, la gueule de bois, etc. Et moi, j'ai fait une vidéo comme ça où il y avait une personne qui était genre en train de pleurer sur des escaliers. Je suis allé la voir. J'ai fait, ah, tiens, j'ai une potion magique pour toi, pour que tu te sentes mieux. J'ai fait apparaître la bouteille, je lui ai donné, elle a fait genre, elle s'est sentie mieux, et voilà, tu vois. Ouais, tu peux adapter, ouais. Donc, voilà, c'est ça. Est-ce que tu aurais aimé faire un autre métier? Admettons, il n'y a pas de Covid, tu restes humoriste, alors le temps que ça te plaise, mais est-ce que tu aurais... C'était quoi ton dream job? Alors, jusqu'à mes 15-16 ans, c'était président de la République. Ah, vraiment. Dream job, t'es sûr, putain? T'es sûr? Je te jure que c'est vrai. Ah, c'est une galère, moi, je trouve. Ah, je sais, mais je te jure que c'est vrai. Bon, ça, c'est le côté égo qui a parlé. Ouais, mais je voulais être de mes 0 à 16 ans président de la République. Mais j'en parlais tout le temps. D'accord. Ah, vraiment, j'en parlais tout le temps à mes profs. Mes profs étaient tous au courant. Je le disais, D'accord. Je serais président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé à 16 ans? Je pense que ce que je fais pourrait peut-être un jour débaucher sur la politique. C'est possible. D'accord. Moi, je pense que
le fait d'avoir de la visibilité, après tu peux entre guillemets avoir un accès plus facile à certains milieux. Et si un jour je commence à exprimer mes idées, parce que je pense que ça arrivera un jour, et que je commence à passer l'âge de mes formats, et c'est vrai, aujourd'hui j'ai moins le temps et moins l'envie de faire ce que tu faisais il y a un an. Exactement. Voilà, j'aime plus débattre sur des sujets de fond et que typiquement aller juste faire des micro-trottoirs dans la rue. Et c'est vrai, et je sais pas pourquoi, mais c'est de plus en plus. Tu grandis. Bah c'est ça, c'est de plus en plus le cas. Et ouais, je voulais être président et au final quand j'ai vu que ils avaient tous 50, 60 ans, je me suis dit bon, c'est un peu vieux. Bon, maintenant je vois Macron, donc je me dis yes, c'est un peu plus réaliste. C'est faisable. Gabriel Attal, c'est faisable. Voilà, donc ouais, c'était vraiment mon dream job. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais postulé à Sciences Po aussi. Hein. Bah oui, c'est un chemin quoi. Voilà. Bon, et après du coup t'as arrêté. 16 ans et demi, tu t'es dit c'est pas pour moi. 16 ans et demi, je me suis dit j'ai pas envie de gagner de l'argent aussi vieux. Ouais. Okay. Bon, même si tu travailles dans le secteur privé avant, etc. Mais moi, c'était une question de carrière qui me paraissait très long. Mais du coup, t'es militant politique? Enfin, politique? Pas du tout. Ah ouais, donc faut quand même être un peu politique quand même. Non, je suis très, bien sûr, je m'y connais sur tous les sujets. Non, Macron n'était pas militant. Je m'y connais sur tous les sujets, mais je me considère pas comme militant parce que tu ne me verras jamais dans une manifestation politique. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, évidemment que j'ai mes idées, évidemment que je me renseigne et je me cultive toute la journée sur de la politique parce que j'adore la politique. Pour moi, c'est un sujet qui est hyper important. D'accord. Je le dis pas forcément sur mes réseaux, mais moi, je kiffe la politique. Et peut-être un jour, voilà, je dirai mes idées sur des sujets parce que ça me semble important. Et qu'est-ce que tu penses alors de Gabriel Attal, Premier ministre? Alors, il est très jeune pour le coup. J'ai pu le voir personnellement, je le connais un peu personnellement. D'accord. Voilà. Ouais, il a été très, enfin, je sais pas si c'est dans ce cadre-là, mais il a été proche à un moment donné des créateurs. Exactement, ouais, c'était dans ce cadre-là. Je sais plus dans quel poste. Sur la journée du harcèlement, il m'avait invité pour parler et donner mon expérience. Et pour moi, c'est une personne très forte, très intelligente. Et franchement, il reflète bien, je trouve, il donne une bonne image à la jeunesse qui va évoluer, et je trouve que c'est vraiment un mec très smart, c'est un bosseur. Moi, je suis très content, même si je suis pas complètement pour toutes les idées du gouvernement Macron, mais je suis très content d'avoir un Premier ministre comme Gabriel Attal. Tu vois. Ouais, bah c'est une dynamique différente qui est plus proche des gens. Il a déjà fait bouger les lignes sur 1000 trucs, quoi. Et qui comprend les problématiques. Là, le mec, il est quand même arrivé dans un gouvernement assez vieux, même si c'était plus jeune sous Macron, mais où il a déjà fait une proposition de loi qui va arriver sur la possibilité de déposer plainte en ligne. Mais attends, c'est révolutionnaire. Aujourd'hui, t'étais encore obligé de te déplacer dans un bureau pour parler 2 heures avec un mec pour un truc qui peut se faire en ligne, tu vois. Enfin, il digitalise un peu tout, même le truc avec les agriculteurs, il est en train de leur digitaliser les process. Il a bien désamorcé ça. Il a bien désamorcé ça. Je trouve qu'il a une dynamique qui est plus actuelle. Ok, ouais, c'est intéressant. En même temps, c'est vrai qu'il est jeune et il a les réflexes naturels de digitalisation que. Après, c'est une grosse machine. Après, je pense que tout le monde a eu des idées là-dessus, mais après, mais c'est compliqué à mettre en place. C'est tout le chemin pour y arriver. C'est très huilé. Les baronnies internes sur lesquelles tu vas travailler, qui sont compliquées, quoi. Bien sûr. Ok, génial. Comment tu vois aujourd'hui le monde de l'influence? Enfin, de l'influence, on va dire ça comme ça. Alors moi, comment tu le vois évoluer? Parce que du coup, tu n'as que 3 ans de carrière, entre guillemets. Bien sûr. Mais déjà, ça a changé. Ouais. Pendant 3 ans. Et aujourd'hui, comment tu vois ce milieu? L'influence en tant que telle, je pense que ça se casse la gueule. Voilà. Et je pense que ça va tendre à se casser la gueule parce que aujourd'hui, il y a eu, et c'est normal parce que TikTok venait d'arriver, et donc il y avait besoin d'avoir une vitrine de créateurs, et c'était pareil pour toutes les applis, hein. YouTube aussi pareil, c'était très facile de percer au début, Instagram pareil, mais il y a eu un engouement de créateurs qui est arrivé ces 3 dernières années. Et en fait, plus il y a de créateurs, moins il y a de marché, parce que plus le marché est saturé et plus ça va être compliqué pour les autres de se démarquer encore plus, et d'avoir les meilleures collaborations possibles, les meilleures opportunités, parce qu'il y aura trop de monde. Et donc pour moi ça va se casser la gueule, parce qu'aujourd'hui t'as des influenceurs de partout, tout le monde est influenceur dès qu'il a un petit peu d'abonnés sur les réseaux sociaux, alors qu'en vrai c'est pas la réalité. Il y en a très peu qui sont réellement connus et reconnus dans la rue. Donc je pense que ça va se casser la gueule. En plus de ça, ça va se rationaliser. Oui, ça va se rationaliser. Ça veut dire que oui, évidemment. Parce que là, il y a eu une explosion post-Covid, TikTok aidant. Voilà. Mais je pense que les budgets vont augmenter. Par contre, néanmoins, des marques, parce que elles vont encore diminuer leur budget télé, elles vont aller les remettre sur les réseaux, parce que la télé, pour moi, la télé va pas disparaître. Je suis pas de cet avis-là, alors que 99% des gens pensent que la télé va disparaître. Pour moi, la télé va converger avec les réseaux. Ça veut dire que pour moi, les réseaux sociaux, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un canal de diffusion comme TF1, France 2, M6.
qui n'est pas régulé par l'État parce que c'est plusieurs canaux, il y en a des tonnes en fait. T'as TikTok, Instagram, etc. qui sont moins régulés par l'État que les chaînes qui sont attribuées. Et c'est simplement des canaux de diffusion, mais qui la télé va aller se transverser sur ces canaux de diffusion là, tu vois. Donc pour moi, ça va pas changer en fait grand chose. Écoutez, oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'avais un pop de créateurs parce que TikTok. Ouais. Qui aujourd'hui se régule parce que les meilleurs restent. Bien sûr. Et en même temps, ceux qui arrivent viennent souvent avec des mauvaises intentions qui Bien sont sûr. des intentions financières. Carrément. Ce qui n'est pas le cas du tout. Beaucoup de marques, moi je le vois ici, tu vois, investissent de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur les créateurs, influenceurs, parce que finalement, c'est ça qui permet de toucher les cibles. Bien sûr. Et c'est grâce à ce biais et ce canal. La télé je suis un peu d'accord avec toi aussi, la télé a son objectif et sa notoriété, etc. Il fonctionne encore, mais complémentaire totalement des réseaux qui, eux, vont venir travailler un peu plus ce que j'appelle la considération. Ouais. C'est-à-dire vraiment être pas dans la pub, justement, mais être dans le produit, dans le test, dans l'usage, dans tout ce qu'on peut faire. Et c'est vrai qu'en plus, là, on va y venir, mais il y a la nouvelle réglementation là, qui s'est mise en place sur la loi influenceur, qui permet aussi, du coup, d'écrémer un tout petit peu les influenceurs ou même les agences d'influenceurs. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Sur le marché, 90%, c'est les agences d'influenceurs qui viennent de découvrir qu'il y avait des textes de loi. Ouais. Donc là, c'était un choc pour eux. Donc ils sont tous regroupés, d'ailleurs. Mais à un moment donné, ça aussi, ça va un peu disparaître, je pense. Qu'est-ce que tu penses de cette loi influenceur, du coup? Moi, je pense qu'elle est très bien. Après, je vais avoir aussi un discours qui va peut-être pas plaire à beaucoup de gens. Je pense que de mettre publicité commerciale, collaboration rémunérée ou partenariat rémunéré, ça ne sert à rien. Voilà. Moi, je suis de cet avis-là parce que, selon moi, la personne qui va voir ta vidéo, qui voit collaboration commerciale, partenariat rémunéré, publicité, ça ne va absolument pas changer son optique. Moi, personnellement, quand je vais voir un truc, je vais pas changer mon optique parce que de toute façon, je me doute que chacun, qu'il ait été payé ou qu'il n'ait pas été payé, qui parle d'un produit, après, peut-être c'est que moi, mais je vais aller l'acheter que si le produit me plaît, tu vois. Si le produit me plaît pas, le mec, il peut me parler du produit, me le vendre 150 ans, je vais pas l'acheter. Ouais. Ça ne va pas m'influencer sur ça. Et en plus, l'influence se casse la gueule, les gens influencent de moins en moins. Parce que c'est pas les mêmes biais. C'est comme si Yann Barthès à la télé il disait acheter cette eau, personne va l'acheter en vrai. Faut arrêter de dire. On n'est plus sur ce modèle-là qu'il y avait avant. Donc avant ça aurait eu plus de sens. Aujourd'hui je trouve que ça a plus du tout de sens de faire ça. Ok, ça prévient le consommateur, mais en fait c'est des règles un peu trop pour moi grotesques de simplement dire ouais on a fait une règle, regardez vous êtes protégé parce qu'il y a partenariat rémunéré. Non, c'est pas vrai. Et quand c'est bien fait, tu le vois que c'est une collaboration. Voilà, quoi. Tu vois quand c'est une collaboration. Et où tu peux le dire à l'oral. Voilà, tu peux le dire à l'oral. Et en vrai, Après, moi, des fois, tu vois, je pense que des fois, c'est au contraire, c'est contre-productif. Ouais. C'est-à-dire que si un créateur fait une collab avec telle marque, je me dis, tiens, la marque, elle fait confiance au mec. Ouais. Et le mec fait confiance à la marque. Donc, comme je crois au mec, ou à la meuf, carrément. Je me dis qu'il a fait un bon choix de collab. Donc, je vais plutôt... je vais plutôt croire l'influence du mec, quoi, tu vois, ça va pas me faire fuir. Moi, je pense que c'est surtout un marqueur pour que eux vérifient que les collaborations sont aux normes. Ça veut dire que quand ils vont, c'est plus simple pour eux, pour les agents de la DGCCRF, etc., d'aller regarder en voyant s'ils voient partenariat rémunéré, ils disent ah c'est une collab, faut que je fasse plus attention. En même temps, ils sont 10, donc voilà, donc ils sont 10. Et en même temps, quand tu vois certaines professions ou certaines, tu vois, quand tu vois une émission de télé, tous les animateurs sont habillés par des marques. Bien sûr. Et ils n'ont pas un placard sur eux, collaboration commerciale. Exactement. Et des fois, ils sont payés pour les porter. Bien sûr. Ah oui, carrément. Donc, ça se voit pas. Carrément. C'est pour ça que c'est hyper... pour moi, bizarre, c'est hyper grotesque. Évidemment, il y a plein de trucs. Pour moi, il faut juste plus taper sur la régulation de problématiques, c'est-à-dire réguler qui partagent pas de la merde, etc., que d'afficher la collab. D'afficher que ce soit une collab. En fait, que ce soit une collab ou pas, ça va rien changer pour le spectateur. Et c'est comme, en vrai, le gifting, devoir le déclarer, mais je trouve ça aberrant. Ouais, ça, je pense qu'ils vont retravailler dessus, je crois. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai que c'est surtout par rapport à la question produit sorti. Ça veut dire que quand la marque va déclarer un produit sorti de son chiffre d'affaires,
alors qu'il l'a envoyé, mais il n'a pas été vendu, donc c'est une charge pour lui. Il a fabriqué un produit qui est une charge pour lui, mais qu'il va envoyer gratuitement, donc il n'a pas de rentrée, donc il va avoir un bénéfice plus gros au final. C'est juste pour ça. C'est juste parce qu'il y a des déclarations qui sont pas très hors normes Il y avait déjà des lignes sample, tu vois, échantillons. Voilà. Donc ils savent très bien qu'il y a des produits qui sont déjà fabriqués pour les journalistes. Pour d'autres métiers. Exactement. Donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas recevoir du gifting. C'est une manière de dire que les marques, elles sont contentes de travailler avec nous. C'est des cadeaux, voilà. Ouais, c'est pour te remercier aussi, des fois. Exactement. D'être venu, de participer, d'être exactement, là. Ou parce que tu aimes la marque. Exactement. Ou le produit, il faut qu'on ait donc, aussi des bénéfices parce qu'on a quand même plein de risques. C'est-à-dire être surexposé, être plus facilement contrôlé par, plein de choses, plein de sujets, plein d'organismes. Donc, au moins, laissez-nous la possibilité de recevoir des cadeaux qui vont pas vous trouver le. Sachant que je sais pas si les journalistes, tu vois, ont cette obligation-là. Je crois pas. Quand ils partent à alors je prends souvent cet exemple, donc les auditeurs vont me dire encore celui-là, encore cet exemple, mais je te le dis à toi parce que on se voit pour une fois. Mais quand tu pars tester un hôtel à Île-Maurice, quand tu fais un papier dessus au retour, il n'y a pas marqué Publirédac. Ah ouais, non, bah non. Ouais. C'est j'ai testé, c'était vachement bien, allez-y, le tarif c'est ça, allez-y. Carrément. C'est aussi un gifting quelque part. Bien sûr. Il a été invité. Il a profité du voyage, etc. Et professionnellement aussi, parce qu'il fait un papier derrière. Mais comme toi, demain, tu es invité à une soirée, tu vas faire des contenus parce que pour remercier la marque, entre guillemets, parce que etc. C'est du troc, c'est comme l'argent. L'argent, c'est du troc. Puis, c'est juste, ça peut être demain déboucher sur des collabs rémunérés. Et comme lui, je pense des fois, le journaliste doit aller dans certains hôtels ou dans certains sujets pour récupérer peut-être un jour la marque en annonceur. Carrément. Tu vois. Carrément. Donc, il y a 2 poids 2 mesures, je pense. Je suis complètement d'accord. Entre ces sujets, ouais. Passons à une partie de l'épisode où je vais te poser 4 mots. Ok. C'est tac au tac. Et moi, un mot, une réponse. Ok, un mot, une réponse. Attention, c'est difficile une réponse, un mot. Okay. Créateur. Intelligent. Influence. Ça se casse la gueule. TikTok. Meilleur réseau. Dubaï. Paradis fiscal qui n'est plus très vrai. Super. Et on arrive sur la partie closing de l'interview. Ouais. C'est quoi ton prochain gros projet ? Mon prochain gros projet, je dirais que j'ai un peu ce sentiment d'inabouti sur mon émission parce qu'il y a eu 15 émissions et que ça n'a pas duré dans le temps et que j'aurais aimé que ça dure au moins 1 an. Donc je pense que ça va revenir prochainement. Maintenant, c'est à moi de me bouger parce que je me suis pas trop bougé non plus parce que j'avais d'autres sujets à faire évoluer. Donc voilà. Mais l'émission, j'aimerais vraiment être à la tête de ça. Et sinon, prochain projet. Pourtant, tu es associé avec. T'as un partenaire connu dans la production. Bien sûr, Guillaume Janton. Donc, Guillaume Janton. Peut-être qu'on recevra ici un jour, tiens. Exactement, avec plaisir. Mais du coup, c'est quelqu'un de la production qui peut t'aider là-dessus, non ? T'avances pas là-dessus avec lui ou... Carrément. En fait, on a tellement de sujets sur la boîte que c'est compliqué. Et moi, je me vois mal lui demander de l'aide là-dessus parce que j'ai envie aussi de me prouver à moi-même que je peux recréer un truc. Ok, tu peux le faire toi-même. Exactement. Ouais, voilà. Et pour moi, je décorrèle. Alors évidemment que c'est corrélé, mais c'est corrélé de façon. Je décorrèle de façon invisible, mais c'est corrélé, c'est sûr. Je décorrèle le côté ma partie business et ma partie réseau. D'accord. Voilà. Et j'ai pas envie que les deux se rentrent en lien, même si les deux sont en lien. Ouais. Et voilà. Un conseil pour un jeune créateur qui débute. Pour un jeune créateur qui débute. Sur les réseaux, voilà. Se lancer. Imagine-toi il y a 3 ans. Déjà. Voilà, tu te lances, comment tu... Ok, c'est quelqu'un qui est déjà lancé. Non, qui veut se lancer. Déjà se lancer, parce que pour moi, le passage à l'action, c'est le plus dur, parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont des bonnes idées, mais qui au final se lancent pas. Ouais. Donc se lancer. Soit je conseillerais d'attendre la fin du lycée, parce que je considère que l'environnement scolaire n'est pas un environnement sain. Ouais. Voilà, pour les projets créatifs, parce que quand tu sors un peu de la norme, moi quand je commençais à faire du stand-up, les regards des gens commençaient à changer, etc. Moi j'étais fort mentalement, mais je considère qu'il y a plein de personnes qui sont pas forcément chacun prêtes à subir ce exactement. Et ne jamais s'arrêter. Voilà. Okay. S'il a un objectif, qu'il fasse tout pour y arriver, et tant qu'il n'a pas atteint son objectif, qu'il ne s'arrête pas. Très bien. Parce qu'il sera juste acteur de sa propre défaite. Voilà. C'est beau. Ouais. Une série que tu emmènerais sur une île déserte. Une série ? Putain, je regarde très peu de séries. Ah mince, ou un livre. Je regarde rien en fait. Ou un je podcast, lis pas, je regarde rien. Moi, je suis un ouf. À part des ou un émissions. compte réseaux sociaux. Une série que j'emmènerais sur. Non, une série qui m'a marqué et que quand même j'ai kiffé parce que j'aime bien l'oration, c'est Suits sur Netflix avec les avocats. J'adore. Ça revient, il paraît. Oui, je sais, j'ai vu. Je suis très content. Je pense que c'est Mégane qui va produire. Ouais, je pense que j'ai un peu moins travaillé en ce moment.
Super. Et dernière question, est-ce que tu as une personne à me recommander pour le podcast? Guillaume Janton. Ouais, parce qu'en fait, il a un regard assez critique sur les influenceurs. Carrément. De ce que je peux voir à la télé de temps en temps et dans ses interventions. Carrément. On a participé tous les deux d'ailleurs à une émission qu'il a produite. Documentaire sur ce sujet. Qu'il a produit sur les influenceurs. Un jour ou l'autre, ou au prochain scandale. On espère un prochain épisode. Et il a un œil professionnel par rapport à ça. Parce que il a un regard hyper différent. Du coup. Et ça montre qu'il y a que les cons qui ne changent pas, je trouve. Ouais. Parce que moi, j'ai réussi à l'amener sur une vision plus de créateur qui, lui, mettait tout le monde dans le même sac au départ. Oui, les influenceurs et les créateurs dans le même sac. C'est l'iceberg le plus visible, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, il fait très bien le distinguo. Et même s'il a un avis quand même très tranché sur les influenceurs, et je partage le même. Bah donc c'est bien. Voilà, je n'aime pas les influx, moi, je ne peux pas me les voir, mais voilà. Ouais, il y en a qui sont très sympas quand même. Il y en a qui sont très sympas. Ouais, franchement. Il en faut. Mais ouais, il en faut, mais dans tous les métiers, je te dirais. Après, c'est une histoire de personnalité, c'est tout. Enfin, moi, je trouve. Oui, c'est tout un feeling, tout un feeling. Il y en a qui sont. Alors aujourd'hui, c'est une période compliquée. Je suis d'accord avec toi, peut-être, parce que s'il y en a beaucoup qui viennent pour des mauvaises raisons. Carrément. Qu'à une époque, on n'avait pas. Ouais. Mais ça va s'écrémer. C'est très opportuniste, c'est quand même un milieu, et c'est comme le milieu de la télé, en vrai c'est tous ces milieux-là d'opportunisme, c'est quand même des milieux où tu fréquentes des personnes pour ce qu'ils vont t'apporter derrière. Oui, c'est bien, mais il n'y a pas de valeur d'humain là-dessus, c'est plus une question de est-ce que en fait tu mets un chiffre sur la personne. Tu vois, ça veut dire que la télé ça doit être pire, je pense. Et la télé, je pense que c'est 100% pire. On posera la question à Guillaume. Avec plaisir. On fera le comparatif télé-influence. Tiens. On fera un tableau. On va pas faire marketing et influence, on fera télévision et influence. Exactement. Bon, écoute, merci beaucoup Ethan. Merci à toi. J'étais ravi de t'accueillir et de te donner l'occasion de te présenter plus largement que ce qu'on peut faire sur les réseaux. En tout cas. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.